donné le seul. Là-bas, encore là-bas. Là. En même temps. J'ai oublié de mettre le temps. Il faut parler pour lui. Pas parler trop, mais dans la mesure. Tout dans la mesure. Jamais trop. Quand les Allemands ils sont approchés, les soldats ils ont vu qu'il y a plus rien à faire. Alors on a commencé à quitter l'île. Nous, on n'avait pas notre voiture. C'était un copain à papa qui avait une voiture, qu'il était allé faire service militaire, qu'il s'est engagé. Et il a dit, moi j'ai une femme avec un gosse, tu vas m'amener ma femme avec le gosse à Bordeaux, j'ai là-bas la famille, tu vas profiter avec ta femme et tes enfants. C'était un guide aussi. Un guide, il s'appelle Zilberberg. Alors, lui, mon mari, il a pris cette femme et ses gosses, et nous, et on est allé. Pas loin de l'île, ça s'appelait Gravelines. Les Allemands, ils ont bombardé. Et nous, on était dans la voiture. Alors, on a sorti de la voiture parce qu'il y avait les avions. On se couchait par terre. Et on se couchait sur les enfants pour protéger les enfants. On a resté à cette Graveline 1 ou 2 jours. On a allé plus loin. Il y avait aussi une histoire, souvent en route, ça nous a manqué l'essence. L'essence, c'était difficile de trouver. Parce que c'était réquisitionné. À la fin, après quelques jours de tremblement, on a dormi chaque fois dans le refuge. Je me rappelle, nous sommes arrivés à Nantes. À Nantes, on nous a très bien reçus comme réfugiés. D'abord, on nous a donné à manger comme ça dans la rue. Il y avait le stand dans la rue et on nous a donné à manger à tous les réfugiés qui sont passés. D'abord, on a bien mangé, on a mangé les sardines, les thon. Je me rappelle des choses comme ça. Et on nous avait donné un dortoir où dormir. Et comme ça, tout doucement, on a trimballé comme ça, on est allé à Bordeaux. On a laissé cette femme à sa famille avec son fils. Et nous, on n'avait rien à Bordeaux. On a resté quelques jours à Bordeaux, quand même. Et puis, une fois, on reste chez une famille à Bordeaux, avec les Juifs de je ne sais pas où. Et nous, on a resté, mettons, de ce côté, on avait une chambre, et de l'autre côté, en face. Et subitement, mon mari, il a une feuille de mobilisation, qu'on sait, je ne sais pas par quel moyen, qu'il est là, qu'il faut qu'il se présente à telle et telle heure, à tel et tel moment, là-bas, pour faire les travaux, je ne sais pas quoi, comme étranger. Là-bas, lui, il a attrapé terriblement peur, et vite, on se sauvait, on n'est pas allé, on se sauvait à Toulouse. À Toulouse, il avait un très bon copain, M. Pilfeld, et on était très bien reçus par ce Pilfeld, mais ils n'ont eu pas de place. Pour papa, il dormait là-bas. Et moi, je dormais avec les enfants dans un refuge. Comme ça.
Quelques jours se passent, moi j'avais marre de rester comme ça avec tout le monde, et puis on ne pouvait pas faire à manger, il fallait comme ça manger assise debout. Les enfants, toujours les enfants. Alors je commençais comme ça, je suis sortie un matin, je vais cherche les vents. Alors, je demande, je marche. Je ne suis pas si franche que ça non plus de demander les gens. Ça, je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas. Alors, je vois un vieillard comme ça devant la porte en personne. C'est peut-être pas si vieil qu'il avait l'âge, qu'il avait l'air d'être vieux. Et je dis, est-ce que vous avez ici peut-être quelque chose, quelqu'un, votre voisin, ne savez pas? Il dit non, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis réfugié, qu'est-ce que vous faites? Bon. Alors il dit, bon, si vous voulez, ma fille, elle est là-bas, peut-être. Rentrez, ma fille est là. La fille, je ne sais pas, elle avait des enfants. Elle avait, je ne sais pas, au pitié, ou peut-être les enfants l'ont lui pris. C'était une femme qui a perdu un enfant très jeune. Alors, je ne sais pas, elle s'est pris de sympathie. Elle m'a tout de suite dit, oui, je peux vous donner une pièce. Une pièce à côté de sa super maison, que là-bas, les bons, ils ont repassé, je ne sais pas, vous pouvez dormir ici, vous pouvez rester. Et là, je suis restée ici un grand moment. Et j'ai regretté toujours que je suis partie de chez elle. Tu es partie pour rentrer à Lille, de chez elle, hein? Je suis rentrée directement après chez elle. Je suis rentrée à Lille en train, je crois. On est rentré à Lille, tout le monde était content à Lille, on peut, ben. Et puis on a resté jusqu'à, comme je dis, le départ, le vrai départ. Moi, j'ai regretté, nous, on a regretté à dire qu'après l'évacuation, on a retourné ici. Mais on avait des nouvelles qu'ici, les gens, ils travaillent. Ici, on commence aux Allemands à tout manquer. Ils ont raflé les magasins. Alors, les gens qui restaient ici, ils faisaient le business énorme. On sauvait, mettons, un magasin de tissus. Tu es allé à Roubaix chercher les tissus le matin, après-midi, tu n'avais pas 1 centimètre. Parce qu'ils ont raflé tout ce qu'ils ont vu. Et ils ont payé. Pas pour rien. En commençant, ils étaient élégants. Ah oui, les Allemands. Ils venaient acheter. Ils sont venus ici. Il n'y avait pas encore la loi qu'il ne faut pas tenir les magasins. Tout ça, c'était le commencement. Il n'y avait pas encore les lois anti-juives. Non. Alors, il y avait les Allemands à Lille. Les gens, ils ont ouvert le magasin, n'importe quel magasin, n'importe quelle porte, n'importe quelle rue. Les Allemands, ils ont passé, ils ont dit un marchand de tissu, un marchand de chemise, un marchand, je ne sais pas quoi, ils ont tout acheté, n'importe quel prix. Alors, on a gagné de l'argent. Ça valait le coup, ouais. Alors, on a pensé. Même les gens, ils ont acheté les bijoux, ils ont fait tellement de sous qu'ils ont acheté les bijoux, tout ça pour quoi qu'il arrive, avec un bijou, on peut toujours s'aider. Pas pour porter les bijoux, mais pour pouvoir vendre. Il y avait une prospérité terrible. Alors nous, on nous a conseillé de rentrer, que tout le monde il gagne les sous, tout le monde travaille. Mais on a fait une bêtise et on est rentré pour rien du tout. C'était déjà tard, c'était déjà... Alors vous étiez rentré parce qu'on disait que c'était prospère à Lille. On est rentré parce qu'on a pensé que prospère à Lille et on a vu, c'était prospère pour les autres, pas pour nous, on est arrivé déjà tard. Et puis on a resté ici encore un peu. On a pensé que peut-être ça
On n'a jamais pensé que ça arrivera ce qui était arrivé. Bon, il va aller se faire à la mairie, il va aller faire les étoiles. On était obligés de tout déclarer. Les Juifs, ils étaient obligés de déclarer ce qu'ils ont, le radio. Alors, on était déjà allé déclarer qu'on a un radio et on nous a pris, on a rendu les radios. Ah bon? On nous a pris notre radio. Aussitôt que les Allemands, c'était déjà peut-être en 40, je ne me rappelle pas, on était obligés de déclarer tout ce qu'on avait. À tel point que, tu sais, comme on avait toujours un peu de marchandises à la maison, on était obligés, tous les commerçants, tout le monde, déclarer tout ce qu'on avait et puis même le rendre à la... il y avait une commission spéciale qui se trouvait boulevard La Liberté. Je ne me rappelle pas exactement le nom de ce type qui s'occupait de nous. Alors papa, il a lui apporté la marchandise, on n'avait pas beaucoup parce qu'on savait qu'on doit rendre, on se débarrassait au plus vite possible. Et puis même, ils ont demandé qu'on leur donne les voitures. Vous aviez déjà une voiture? Oui. On avait une voiture. Mais il avait dit, il a déclaré qu'il a vendu la voiture. Et on était obligés d'aller chacun dans sa mairie pour s'inscrire, pour qu'on nous donne les étoiles. Et on était obligés de coudre les étoiles, pas à épingler. Alors si je portais une autre robe, un autre manteau, je me rappelle, Rachel et Paul, ils sont allés à l'école, ils ont toujours porté le même gilet bleu marine, je l'avais tricoté. Et sur ce gilet bleu marine, ils ont porté l'étoile, parce que je ne pouvais pas tout le temps découdre et le mettre ailleurs. On n'avait qu'un seul. Que une étoile par personne. On n'était pas très bien en France en ce moment-là. Non. C'était le Pétain, c'était... Donc, on faisait les lois qui étaient vraiment... Il y avait un certain moment qu'on n'avait pas le droit de rouler en tramway. Alors, on n'avait pas de droit. On n'avait pas de droit. Et tu portes l'étoile. Et puis c'était comme ça. Si tu portes pas l'étoile, on peut te tuer dans la rue. Sans te demander ni quoi ni qui. Alors tu étais obligé de le porter. Tout ça, c'était très dégradant. Dégradant, ouais. Dans la rue, avec ça. Et tout le monde te regarde. Et même les enfants à l'école, les professeurs, ils ont eu pitié des gosses comme ça, avec les étoiles. Et c'était terrible. Vous étiez à quelle école, les filles? Au lycée Fénelon. À Fénelon. Comme... C'était terrible. Vraiment terrible. Bon, on était obligés, on fermait les yeux, on ne pouvait pas faire autrement. Mais mon mari, il l'a pas porté. Lui, il est parti avant. Lui, il est allé à la souterraine, dans les zones libres, avec un ami, parce que lui, il était très peureux, et il a dit, il avait peur parce qu'on a tué 50 juifs à Paris. Alors il dit sûrement à lui aussi, il avait peur, il est allé, il a pensé, on a pensé, la guerre, elle va durer 3 mois, 5 mois, 6 mois, bon. Alors il est allé lui, mais moi je ne pouvais pas partir. Alors je suis restée ici avec les deux gosses. Je me suis gagné la vie, comme j'avais dit, avec le type qui m'a donné un peu de ravitaillement. Et je les vendais,
à mes copines, C'était à un mes épicier, amis. ça Un épicier. L'épicier en face Rigambetta. de chez moi, Mhm. Rigambetta. Je lui ai jamais rien demandé, il m'a jamais rien demandé, je lui ai jamais parlé de ma situation. Je lui ai jamais raconté qui je suis, de où je viens, quoi, comment. Il m'a pas connu, je l'ai pas connu, je l'ai connu, je suis rentrée, j'ai acheté, j'ai changé de l'argent pour acheter, il m'a rendu, j'ai pris la marchandise. Et tout ce qu'il y avait deux associés dans ce magasin-là, c'était un bon magasin. Il savait que tu étais juive. Regarde, il savait, tous les voisins d'abord. J'avais T'avais l'étoile. pas une connaissance, mais une dame qui habitait en face de mes fenêtres, Rigambetta, et qu'elle est venue. Et tout le monde m'a connu. D'abord, on m'a connu parce que j'avais des jumelles, comme ça, toujours la même chose, habillée. J'étais assez calme, comme on n'avait jamais eu avec moi, comme voisine. Il n'y avait pas de problème. Jamais de problème. Alors, une dame qui habitait juste en face, mais je ne me rappelle pas quel numéro, Madame Derimo, elle s'appelait Madame Derimo, et cette femme-là, elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit, Madame, je sais que ça va très mal pour les Juifs. Vous êtes Juifs et vous avez peur de passer les frontières avec vos enfants, certainement, parce que on peut vous prendre, les Allemands. Mais si vous voulez, moi, vais vous passer vos enfants où vous voulez dans la zone libre. Une femme qui jamais... Il y a les braves personnes. Que jamais elle n'avait pas d'enfant, elle avait une nièce chez elle. Et elle m'a dit, Madame, si vous voulez, moi ou mon mari, on va vous passer les enfants où vous voulez, si vous avez peut-être la famille, quelque part. Restez pas ici avec vos enfants. Il y avait... Alors elle l'a fait, elle a passé les filles? Non, j'ai pas voulu me séparer de mes enfants. On ne sait jamais, non, de mes enfants, j'ai jamais voulu me séparer. Parce que, pendant la guerre, je me suis séparée parce que j'étais obligée, mais j'ai pas voulu. Alors... Parce que toi, tu étais restée à Lille pour envoyer... Moi, je restais à Lille. Je n'ai pas voulu aller avec mon mari. Je restais toute seule quand on bombardait. Je suis allée toute seule au milieu de la nuit avec mes enfants à la cave, avec mes voisins, parce qu'il y avait une alerte, jusqu'à la fin d'alerte. Et puis, comme ça, je suis restée jusqu'à août 42 à Lille. Pour envoyer les colis. Pour envoyer les colis là. J'ai envoyé chaque colis. Une fois, je me rappelle, c'était l'hiver. On ne savait pas quand même, on n'a pas tellement compris. Et je me suis dit, l'hiver, mon père, je vais lui faire une bonne paire de souliers chez un cordonnier. Et je vais l'envoyer. Alors, je suis allée chez ce monsieur Stankiewicz, un cordonnier, que je connais un guide cordonnier ici, et j'ai commandé une paire de souliers pour mon père. Une grande taille, je savais, 42, 43. Bon, c'était pas un grand bonhomme, il n'était pas très grand encore. Et puis j'avais commandé une paire de souliers pour mon père, que lui va porter ses souliers. Et moi, je ne pouvais pas envoyer ces deux souliers d'un coup, parce qu'on va le voler. Alors maintenant, cette semaine, j'ai envoyé un, et dans 15 jours, un autre. Comme ça, un soulier, qui c'est qui va voler, qui sait. Bon, j'ai envoyé à plusieurs adresses, de mes tantes, parce que tous les sœurs étaient ensemble. Alors, j'ai envoyé un soulier. Et l'autre, je l'ai laissé dans la cuisine. Et crois-moi,
tous les jours le matin, quand je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai pris cette soulier dans la main. Et je l'ai embrassé, que mon père, il va porter ce soulier. Et après, j'ai envoyé l'autre, il l'a reçu. Mon père, il a porté une barbe. Mais pendant les Allemands, quand c'était déjà au camp, ils étaient obligés de raser la barbe. Mais il était quand même pied et ça lui était très pénible d'aller sans barbe. Au commencement, après il s'est habitué. Alors il s'est mis un cache-nez ici, c'est un mouchoir, je ne sais pas, comme ça pour cacher qu'il n'a pas de barbe. Une fois, elle m'a envoyé une photo. Malheureusement, je n'ai pas cette photo. Il y a beaucoup de photos qui m'ont envoyé, des cons, et j'avais beaucoup de photos de mon mariage et tout ça. Mais il m'a envoyé une fois une photo. Et j'ai vu ça. Alors j'étais très malheureuse. J'ai écrit à la maison, qu'est-ce qu'il y a, papa, il porte comme ça. Il a mal à la gorge, il a mal au dos, quoi. Alors ils m'ont expliqué pourquoi. J'avais plein de photos. Et quand on devait commencer, on voyait que ça va mal, qu'il faut se sauver. Alors, Madame Moore, elle avait une amie, une femme de ménage, qui venait de Tchécoslovaquie. C'était une brave femme, une très brave. Alors, on a pris toutes les photos et on a lui donné ces photos-là, elle, moi. Et on a dit, après la guerre, quand on reviendra après la guerre, vous nous rendrez les photos. Mais elle est partie, je ne sais pas quoi, on n'avait jamais les photos. On n'avait jamais les photos. C'est quelques photos que j'ai, c'est par hasard, qu'une amie qui est restée vivante, qui l'avait, qui m'a envoyé. Tu sais, mais j'avais pas de... Tu avais donné toutes tes photos. Oui, on a tout donné, on avait peur de trimballer les photos, les juifs avec barbe, les frères, les choses. Bah ouais. Ça, c'était une histoire avec les souliers de mon père. J'ai envoyé, par exemple, j'ai acheté au marché le veston. Alors j'avais défait les manches. Et j'ai envoyé les manches à part. Et j'ai envoyé pour qu'elles vont ça. Pour qu'elles vont ça. Et j'ai aidé. Quand est-ce que vous avez décidé d'aller en zone libre? C'était à quel moment? C'était un moment quand j'ai reçu une lettre, une carte postale de ma mère. C'était au mois d'août, ou le 18 août, ou le 18 août, je me rappelle exactement. J'ai reçu une carte de ma mère. On nous envoie d'ici, on ne sait pas où. Je vais t'écrire quand j'arriverai. Là, en ce moment-là, j'ai vu que c'est quelque chose que je ne peux pas attendre ici. On a déjà ramassé les juifs ici. Ils étaient déjà tous à Kolbouchova, hein, c'est ça? Et ils étaient à Kolbouchova dans le camp. Et tous ils sont allés dans le même wagon. Tous les sœurs, frères, tous. Mais même ma mère, elle m'a dit dans la lettre, tes deux frères, ils sont restés. Pense à eux. Mais je ne pouvais déjà pas penser à eux. Ici, j'étais obligée de quitter. Même cette carte, je sais pas. Je l'ai déchirée. On avait peur par les frontières passées, par les Allemands. Alors, j'ai déchiré. Mais selon ce livre que j'ai de là-bas, de cette Kolbouchova, peut-être un mois, 2 mois plus tard, et ils sont partis. Aussi par le même envoi. Il y avait un type qui se cachait, qui était notre famille. Ce type-là, il a connu Kolbouchova, parce qu'il était né là-bas, il l'a connu. Il se sauvait. Quand les Allemands ils sont venus chercher avec les camions au milieu de la nuit,
Alors lui, il s'est sauvé quelque part, je ne sais pas où. Et là-bas, tout autour de Kolbouchova, il y a beaucoup de bois. Dans ce bois, il a survécu. Et quand je suis allée, et il est allé en Amérique. Et quand je suis allée en Amérique la première fois, Monique, il l'a trouvé, lui, il était intéressé aussi parce que ses parents aussi, ils étaient dans le même camp avec lui. Et on est allé voir ce type-là. Monique, il avait déjà vu, mais il est allé avec moi. On a resté chez ce type-là toute la nuit. Et toute la nuit, il nous a raconté les vies dans ce camp-là. De mes parents, de tous les inconnus, tous. C'était la famille à nous, une lointaine de familles. C'est pas trop dur pour toi, cette histoire-là? Quoi? C'est pas trop difficile? C'est pas trop triste, genre? Ah, pour aller le voir, lui. Mais tu peux pas t'imaginer tout ce que j'ai perdu comme larmes. Là. Ah ouais, je peux bien croire. Alors, lui, il nous a tout raconté. Tous, ils étaient gazés dans le wagon. On les a mis un peu d'or de rails et on les a tous gazés. Et après, on est venu chercher mes frères. Hein? Mes frères, ils sont restés. Et ils ont aussi pensé qu'on les met quelque part, qu'ils auront de nouvelles. Et pas seulement mes frères, mais beaucoup de jeunes comme elles. Alors, ils ont attendu, il n'y a pas de nouvelles. Alors, ils ont pris un Polonais, ils l'ont lui payé pour qu'il aille voir. Là, on devait les envoyer. Et il est allé voir et il a leur raconté l'histoire. Et malgré ça, ils ne pouvaient rien faire. Ils sont allés à la mort par la même façon. Et ils ne pouvaient rien faire. On ne pouvait pas se cacher. Il y avait quelques cents de personnes qui sont restées, encore les jeunes, que les jeunes. Et personne ne se sauvait. Et quelqu'un qui a voulu se sauver, on l'a pendu au milieu de la rue pour qu'on voit que lui, Et puis, c'est lui le seul qui l'a resté qui se sauve. Et tous, ils savaient où ils vont. Et ils savaient exactement, ils étaient obligés d'aller, les jeunes. En 40, mon frère, il avait... il est né maintenant en 1910. Il y a 30 ans. Les plus âgés, il y avait plus jeunes. Il y avait un qui est né tout de suite après la guerre, 14-18. En 40, il avait 20 ans. Chez nous, personne n'a resté. Dans ma famille, il y avait peut-être 150 personnes. 150 personnes. De côté de mon père et de ma mère. Ouais. Et ma grand-mère, la mère de ma mère, elle avait 8 enfants. 8 ou 9 enfants. Et tous ces 8-9 enfants, ils étaient mariés. Et tous ces 8-9 enfants, ils avaient leurs enfants. Mais alors, je restais, comme je dis, jusqu'à 42. Après 42, je suis partie avec Madame Moore. On a quitté l'île avec un passeur. On s'habillait bien élégant, toutes les deux, Madame Moore et moi. On a arraché elle aussi, elle a porté. On a arraché nos étoiles et on a pris le train première classe avec nos enfants. On est arrivé à Paris avec ce passeur. Le passeur nous a laissés à la gare du Nord et il a dit qu'il va aller chercher un logement pour nous, pour dormir. On savait qu'on ne restera pas à Paris. On a voulu aller plus loin. Et puis, en arrivant à la gare du Nord,
on a resté dans un hôtel du Nord et on attendait après lui. Lui, il est allé chercher un logement où nous loger pour la nuit. Il est revenu, il y avait, on n'avait pas droit de sortir dans la rue après une certaine heure, Le couvre-feu. couvre-feu. Et nous, on est resté angoissés comme ça, on avait peur, on n'avait pas confiance à ce type-là. Peut-être il est allemand, peut-être il y avait tant de choses. Comment vous l'aviez trouvé, ce type-là? Il était un copain de la femme de ménage qui était chez Madame Moore. Madame. Alors, lui, mais c'était quand même un brave type. Hein. Ouais. Mais nous, on avait peur. Bah ouais. Alors, à la fin, il a dit qu'il n'a pas de place pour nous, alors qu'il fallait prendre un hôtel. Alors, on est allé à l'hôtel Place de la République, premier hôtel qu'on a trouvé. Et puis, il y avait plein d'Allemands. Et c'était tellement terrible, ces Allemands, qu'ils ont porté quelque chose sur les souliers, qui s'en toujours donné une sonnerie comme ça. On les attendait toujours marcher. Ça faisait du bruit. Hein. Terrible. Quoi, des bouts de fer Des bouts de fer, quelque chose comme ça. souliers. Ouais. Alors, on était très angoissés toute la nuit. On avait peur qu'on viendra nous chercher d'une minute à l'autre. Et on était comme ça, assis, Madame Moore et moi. Et Monsieur Moore, il était malade, il a vomi toute la nuit. Toujours de peur. Il était avec vous, monsieur? Il était avec nous. Et puis les enfants, on a couché, et nous, on a resté assis. Et en restant assis comme ça, comme j'avais dit, je me suis endormie un tout petit peu. Et j'avais peut-être pendant 2 minutes, même pas 2 minutes. Alors je réveillais mon père qui m'a dit va tout droit, il faut pas avoir peur, va, marche, il faut pas avoir peur. Je suis là. Comme quelqu'un qui m'aurait mis les mains sur mon dos pour me conduire. Alors là, je me suis réveillée, j'avais dit à Madame Moore, Céline, j'ai pas peur. Tu verras qu'on va réussir où on va aller. On va réussir. Il ne faut pas avoir peur. Viens avec moi, tu vas réussir comme moi. J'étais tellement sûre de moi, même si l'Allemand il sera en face de moi pour me prendre, j'aurais cru. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire dans certaine force, une confiance comme ça. Je suis sûre que c'était la même nuit que mes parents étaient détruits. Là, bon, c'est vrai, le matin, on est allé au cinéma toute la matinée, on a trimballé les riz, les enfants, ils se sont marrés, tu sais, comme les enfants, ils se sont amusés, et nous, on était énervés comme tout. On les a crié, on les a pas laissés tranquilles. Mais on a quand même amené des valises chacun. On ne pouvait pas aller avec les enfants sans rien. Il fallait se changer, il fallait avoir quelque chose. Bon, on est allé avec ces deux valises à la gare, chacun à part. On n'est pas rentré dans le même wagon. Il y avait un monde fou. Et on a pris le train jusqu'à Dax. À Dax, ouais. Là, on nous a demandé les papiers dans le train, mais bon, ça se passait. On est T'avais déjà ta fausse, oui, t'avais déjà. Oui, je n'ai pas bougé de l'île. Première chose à l'île, on faisait les cartes d'identité. On nous a donné, le préfet a donné à une dame qui s'appelle Madame Herman, donnez à vos amis les cartes d'identité de l'île. En blanc. En blanc. Et nous, chacun, il remplit ce qu'il a voulu comme nom. Mais c'était le cachet. Ouais, C'était c'était la des préfecture c'était des vraies fausses. Et on a collé les photos. Ouais. C'est une chance, hein, quand même. Oui. Enfin, il y a des gens. Il y avait. C'était
c'était quand même, il faut le dire, c'était le préfet qui a fait ça pour nous. Bon, on est arrivé à Dax, et comme je dis, on a trimballé et puis on a envoyé par le train nos photos à Lazare qui était dans la zone libre qui nous envoie un parcelle. Lazare c'était le frère de Madame Moore. Ouais. Et Lazare il nous Son envoyait. nom de famille à lui, c'était quoi? Comment? Son nom de famille, c'était quoi? Rick. Ah oui, c'est ça, Lazare-Ruc. Ouais, c'est ça. Lazare Rick. Il était dentiste. Ouais. Et puis ce passeur il est venu après quelques jours. Et il y avait un monde fou. Les gens, ils se sont accrochés à un l'autre. Peut-être tu connais quelqu'un, peut-être tu sais quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Par où on peut aller? Tout ça, tout le temps, pendant ces quelques jours. Et lui, il est venu, il nous a amenés d'abord pour dormir dans une maison qu'il a connue, à Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne sais pas comment ça. Et lui, il habitait juste à côté de cette Pied-de-Port, et là-bas, il y avait la frontière. Il nous a amenés chez lui, il nous a donné à manger, je me rappelle même, dans les cuillères très rouillées. C'est un pauvre type, il habitait une chambre comme ça. Pieds nus, il est venu me chercher. Il nous a gardés un peu comme ça jusqu'à midi. Nous sommes allés tout de suite le matin, comme ça, doucement, avec nos valises quand même. Et puis, je me rappelle, les valises, c'était lourd, il faut aller courir pour en haut avec la valise, chacun. Et moi, j'avais des enfants et des valises. Alors, on a, à midi, juste quand il y avait le changement de patrouille, on a couru peut-être pendant 10 minutes, pas plus, et on était déjà dans le zone. Et lui, il est allé avec nous, ce passeur-là, tout le temps jusqu'à Lazare, Ah ouais. à pied. Et après, il est revenu. À pied. Après, il est parti. Et Lazare, il a payé. Moi, je n'ai rien payé. Lazare, il a payé pour, je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne l'ai pas payé. Et on est arrivé là-bas, chez Lazare. On était là-bas 2-3 jours. Je téléphonais à papa, à mon mari que je suis là. Lui, il était toujours... Et lui, il était déjà en ce moment avec la Haftel à Marsac. À Marsac. À toute la famille Haftel, elle était là-bas. Ça, c'était à côté de Limoges. Il était là-bas. Il a travaillé là-bas comme ouvrier réquisitionné pour rien, parce que le mari de la bonne femme était prisonnier de guerre. Et il a travaillé chez cette femme, il a mangé là-bas, il a travaillé dans le champ, elle avait beaucoup de champs, il a travaillé dans le champ, il était bien avec elle, c'était une brave femme. Et le soir, il rentrait à la maison, il nous apportait les fruits de son jardin, tu sais, les prunes, les pommes. Et on habitait dans une pièce très pauvre, et là, on était à Saint-Marsac, on était plusieurs mois, jusqu'à une fois, le préfet, il nous a, le maire ou je ne sais pas qui, le maire ou quelqu'un qui travaillait à la mairie, parce que quand même, on a toujours cherché, quand il y avait quelques familles juives dans un endroit, on a toujours cherché d'être bien avec un secrétaire, avec quelque chose de la mairie de savoir quelque chose. Et là, c'était un secrétaire de la mairie, mais je ne sais pas quoi. Il nous a, c'est d'ailleurs lui qui a donné le papier à papa comme parfait. Et lui, il nous a prévenu que ça commence à aller mal ici, qu'on viendra chercher les hommes. Nous, on avait une bonne femme qui était veuve, qui habitait là-bas à côté où mon mari il a travaillé.
Et elle avait une toute petite ferme, quelques lapins, quelques poules, un peu, quelques arbres de pruneaux, quelques arbres de pommes. Une pauvre femme. Alors, elle s'est pris de sympathie pour papa. Il a souvent la vu passer, elle savait ici au village, on sait qu'il a travaillé pour rien, c'était un peu, regarde, elle a la chance, il travaille pour rien chez elle. Et cette femme-là, elle s'est pris un peu de sympathie. Et quand c'est arrivé qu'il faut aller, on avait peur qu'on va ramasser les hommes, on a tout d'abord couru chez cette femme-là. Et on était cachés dans le grenier chez elle, pas à la maison, parce qu'on avait peur si on vient demander, ou quelqu'un nous verra. Alors on dormait là-bas quelques jours. Et petit à petit, on a pris le train pour partir. On a vu qu'on ne peut plus rester, on était connus, tout le monde nous a connus, on ne pouvait pas rester déjà là. Alors on a quitté Saint-Mars. On a quitté Marsac, on est allé à Saint-Étienne, parce que j'avais un ami qui avait là-bas une sœur. Nous, on avait un ami qui avait là-bas une sœur à Saint-Étienne, qui l'a placé ses enfants. Je suis allée à Saint-Étienne avec mes enfants et j'ai voulu les placer dans un couvent. Parce que j'ai vu que ça commence à aller de pire en pire. Je suis restée quelques jours chez ces amis-là, qu'ils ont placé aussi, que leur sœur a placé un enfant. Et puis, on m'a recommandé d'aller voir un curé pour placer les enfants. Je suis allée voir un curé, un très chic type. Il m'a merveilleusement bien reçu. Et puis, il m'a promis qu'il me trouvera une place dans un couvent pour me défier. Alors, il a trouvé. Et il y avait dans ce couvent une mère, une bonne sœur mère. Et il a raconté à cette mère que ce sont les enfants juifs, mais que personne ne devait savoir que cette mère-là. En effet, elle m'a très bien reçue. Je suis rentrée le soir, je suis arrivée tard au soir dans une grande porte avec une cloche qui a sonné, avec la mère Sainte Marie, comme ça, grand. Le soir, tard, on arrive avec les enfants. Et ils n'ont rien dit, naturellement, c'était pour eux très difficile. Et pour moi, terriblement difficile. Il y avait plusieurs enfants dans ce couvent-là, pas que juifs, c'était un couvent. Et puis, j'ai dormi là-bas avec les filles toute la nuit. Et puis, je les ai laissés avec Maloki. Je les ai laissés et je repartis à Saint-Étienne. Ça m'était très pénible de quitter Saint-Étienne pour les laisser. Alors je suis restée quelques jours pour encore une fois aller les voir comment ils sont. Ton mari, il était où pendant ce temps-là? Il était avec moi. Avec toi? Il était avec moi, mais lui, il avait peur de bouger, il est allé. Il n'y part, c'est toujours lui, il vivait dans le peur, il avait peur de sortir. Bon, avec tout ça, il n'est pas allé avec les enfants, je suis allée. Et c'était d'abord très mieux peut-être qu'une femme, je ne sais pas. Et puis quand je suis retournée de ce couvent dans l'autobus, on a demandé les papiers. J'ai demandé les papiers, on m'a rien dit, c'était bien. C'était toujours Malgré le même ça, papier, toujours carte d'identité bulgare, bon. J'avais pas tellement une tête de juif, je crois. Non, j'avais pas un grand nez, j'étais pas... C'est vrai, hein.
Tu connais des gens, des amis à toi qui se sont fait ramasser? Mais bien sûr. Ouais. Alors je les ai laissés là-bas et on ne savait pas quoi faire. On a appris qu'il y a à Megève, un Italien qui s'occupe des Juifs, un Juif italien qu'on a donné à Megève une résidence aux Juifs. Mais et c'était pris par l'Italie, comme l'île était Belgique, cette Megève, c'était Italie. Et on devait aller à la commandature tous les jours, avec la carte d'identité, qu'on est là. On était comme prisonniers. Alors on est allé à Saint-Megève. Ah, vous vouliez aller là-bas? Ouais. Jusqu'à on est arrivé à Saint-Megève. Bon, on est allé à Saint-Megève. Vous êtes allé en train? En train, bien sûr. Toujours avec les pères et avec les papiers, et avec les soucis, avec Bon, on sera ramassé, on ne sera pas ramassé, on savait pas qu'est-ce qui s'est ramassé, mais on savait quand même déjà assez. On savait que personne ne revient, on savait qu'on n'a pas de nouvelles de personne, on savait qu'on ne peut pas écrire, on savait tout ça quand même. Mais quand même, vous aviez peur de... Oui, vous saviez que c'était pas bon. On savait que c'est pas bon, on savait que c'est terrible d'être ramassé. Alors, on est allé à Megève. Et à Megève, on était bien. On est allé tous les jours s'inscrire à la commandature, qu'on est là, on nous a donné un hôtel à Megève, un super hôtel. Chaque famille avait une chambre. On devait faire le ménage nous-mêmes. Et puis on faisait à manger nous-mêmes. Ça veut dire on avait quelqu'un on était des gardes. Tous les jours, 5-6 femmes, 2-3 hommes. On était des gardes, chacun son tour. Et on faisait à manger ensemble. Et on était peut-être une centaine de personnes, ou peut-être plus. Donc des gens que tu connaissais pas? Connais pas, non. On a fait connaissance comme ça, on mangeait à même table, on avait les enfants, on a couru, Bon, alors là, j'ai dit qu'on est bien. Et j'étais loin de mes enfants. Et j'ai pas voulu être loin de mes enfants. Et je pouvais pas aller voir mes enfants. Alors j'ai dit qu'on est bien. Alors j'ai amené les enfants. De retour. Des couvents. T'es retourné à Saint-Étienne pour aller les chercher? Chercher les enfants. Donc le train, le père, la pied. Et j'ai amené les enfants. Et les enfants étaient bien. Et on était bien. On était bien. À un certain moment, ça durait peut-être plusieurs mois qu'on était à Megève. Je ne me rappelle pas les dates vraiment. Ça c'était peut-être déjà fin 1943. On nous prévient que le camion vient nous chercher, qu'il faut quitter Megève. Ça, c'était déjà comme Mussolini, il a commencé à... il faut quitter Megève, sinon on sera ramassé à Megève. Mais on nous a donné les camions pour rien, on nous a donné les camions. Donc tous les gens de cette maison là. Tout le monde qui était là, il y avait plusieurs milliers de personnes. Parce que nous, on avait un hôtel, les autres, ils avaient un autre hôtel. On était... Tous ils ont été prévenus. Tous étaient prévenus à Megève. Où aller? On nous amène à une place à Grenoble. On reste à Grenoble. Grenoble, là, c'était au milieu de la nuit. À Grenoble, au milieu de la nuit. Et on a pertracté avec les Allemands. Les Allemands, ils ont voulu nous ramasser tous et envoyer à Auschwitz. Et les Italiens, ils étaient un peu responsables de nous parce qu'ils nous ont amenés là-bas. Ils ont commencé à marchander toute la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire avec nous.
C'était des soldats italiens ou c'était des... C'était les soldats C'était italiens. des soldats italiens. Et les Allemands, ils ont voulu que les Italiens nous livrent pour nous déporter. Et on a resté toute la nuit là-bas, dans les champs avec ce camion. Et ils ont pertracté, mais nous, on ne savait pas quoi. À la fin, on nous a envoyés à Nice. Et là, on nous a lâchés à Nice. Mais à Nice, les Allemands, ils ont tout le monde ramassé à nouveau. Parce que c'était les gens, ils ne savaient pas où aller. Et nous, par hasard, on avait, à Nice, il y avait M. Pensac. Que vous connaissiez de l'île. Ah oui. Ouais. Et qu'il était, pendant toute la guerre, quand on a évacué de l'île, lui, il est allé à Nice. Alors lui, d'abord, il a dit que nous sommes arrivés, il nous a laissé rentrer chez lui. Alors on n'était déjà pas dans l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, on a ramassé tout le monde. Et on était chez M. Pensac pendant quelques jours. Vous aviez son adresse, enfin vous l'avez trouvé facilement. On a trouvé, tu sais, à Nice, on a trouvé. Mon mari l'avait beaucoup. C'était un type très aimé, vraiment. Parce que c'était quand même une responsabilité, il laissait rentrer avec les enfants, tous. Et on a resté à Nice, mais on ne pouvait pas rester plus longtemps. On a ramassé dans la rue, on ne pouvait pas sortir, on déshabillait les hommes pour voir s'ils sont juifs, on les amenait dans un porte-cochère pour voir, on les a déshabillés pour voir s'ils sont juifs. Alors on est sorti de là, on a pris le train au milieu de la nuit pour aller à Limoges, pour aller à Limoges. Et on n'a pas mangé toute une journée. On a acheté pour les enfants une baguette, je me rappelle, et on a arraché un bout de baguette pour leur donner à manger pendant tout ce temps-là. Et on a voyagé une demi-journée toute la nuit avec les trains comme ça, les petits trains comme ça. Et au milieu de la nuit, on arrive dans un village, et le train s'arrête, et il y a couvre-feu, et on ne peut pas sortir de la gare, et plein d'Allemands à la gare, et moi avec des enfants, avec mon mari. Et on ne peut pas rester à la gare, on ne peut pas sortir couvre-feu, et on ne sait pas où aller. On sort quand même de la gare, doucement, on sort de la gare et on marche doucement. C'est un petit village, un village comme ça. On voit comme dans un village, comme dans les couronnes, les maisons, les petites maisons comme ça, avec un petit jardin devant. Alors on essaye à ouvrir un petit jardin pour s'asseoir par terre, pour qu'on ne voit pas, tu sais, parce qu'on ne peut pas marcher dans la rue. Je ne me rappelle pas comment ce village s'appelait. Alors, la porte du petit jardin s'ouvre, et on rentre, et on s'assoit, et on reste toute la nuit comme ça, assis par terre. Et le matin, le type, il se lève, il nous voit, comme ça, assis. Il ne savait pas, le goy, qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce que c'est. Il ne savait pas. Mais il a quand même vu, quand on est avec des enfants, on n'est quand même pas le clochard. Alors, il nous a chauffé un café. Il nous a appelé quand on rentre à la maison. Et il nous a donné un café. Et nous, on avait toujours peur de trop raconter, de trop parler. Peut-être c'était on n'a rien dit, on a remercié. Et le matin, on a bu le café, on est allé prendre le thé. Tu sais, les épisodes comme ça, il y a beaucoup que je ne me rappelle même pas. Ah bah oui, c'était long. Oui. Et après, vous êtes arrivé à Limoges? Et on arrive à Limoges. À la Limoges, on n'a pas où habiter.
on n'a pas où pour habiter. On avait connu quelqu'un de Lille, un type qui s'appelle Bousp. Il habitait Lille, mais il n'était pas de Lille. Il nous a connus. Et on cherche un logement. Où aller? Et on ne peut pas trouver. Plein, on ne peut pas trouver. Impossible là, on ne peut pas s'inscrire là, on n'est pas. Et on ne sait pas où aller dormir. On ne sait pas, avec des enfants, on ne sait pas où aller dormir. Et Saint-Nospan, il nous dit, tu sais, ici il y avait une petite rue comme ça, et là-bas habitait une dame qui prenait les gens, les Allemands qui se sont venus passer avec leurs filles la nuit, tu sais, les prostituées comme ça. Et lui, le type de cette femme-là, il habitait, mettons, au 2e étage, et au 1er étage, il a loué pour toute la nuit, ou moitié de la nuit, ou la journée, je ne sais pas. Et lui, il était cordonnier, il travaillait en haut. Alors, on est monté en haut chez lui, parce qu'il y avait un couple en bas, et quand ce couple en bas est parti, nous, on a pris la chambre avec des enfants. C'était une chambre de passe, c'est ça? Une chambre de passe. Et comme ça, on habitait cette chambre de passe. On habitait peut-être un mois, peut-être 3 semaines. Et on ne trouve pas de logement. On était déjà un peu tranquille de côté d'Allemands parce qu'ils ont déjà ramassé. On avait peur d'eux. Il y avait plein d'Allemands. Mais on n'était pas connus. Et on cherche un logement. On cherche un logement. Alors, on prend le tramway et on va un peu loin de la ville, peut-être pas en plein centre, on trouvera. Comment ça s'appelait cette ville? Pas loin de la cimetière, à Limoges, rue Charlemagne. Et moi, j'étais pas tellement débrouillard que tu crois, mais c'est le malheur, c'est la nécessité, c'est ce qu'on voit, la mort devant les yeux, qu'on est obligé de se débrouiller. Obligé. Je suis pas tellement débrouillard. Je suis je suis pas très franche, moi. Alors je suis allée, il y avait une petite rue, ça s'appelait rue Charlemagne, il y avait une petite maison comme ça. Et dans une petite maison comme ça habite une dame. Je rentre. Une femme, une petite, une maigre, une pauvre. Et je rentre, je lui demande si elle peut louer quelque chose, si elle sait peut-être dans le coin, si elle connaît. Bon. Elle dit oui, qu'elle peut me louer une chambre. Qu'elle est couturière, elle était une couturière comme ça, une couturière bon marché, les tabliers pour le marché, tu sais, les petits pantalons comme ça. Et son mari, il était asthmatique, malade, et elle avait une chambre à côté de la sienne et une cuisine. Et elle peut me louer la chambre. Et en ce moment-là, mais pas avec les enfants. Alors j'ai trouvé une ferme, là où Madame Carpe elle a habité, à côté de Limoges. Elle habitait à la campagne qui s'appelait Saint-Dizier. Et dans cette campagne, Monsieur Carpe, il a connu un fermier. Et lui, il nous a pris les enfants dans cette ferme. Et ils sont allés garder les vaches. Et ils sont allés à l'école quand même le matin. Et le reste du temps, ils sont allés garder les vaches. Et nous, on a payé pour les enfants, qu'ils nous gardent les enfants. Comment vous trouviez de l'argent à ce moment-là? On avait toujours encore un peu, on entendait ce qu'on avait. On avait toujours encore un peu. Et après le IGIF, il y avait une organisation qui nous a payé pour les enfants, je crois, en ce moment. Ah oui.
Il nous a payé pour placer les enfants. Alors on a placé les enfants. On a déjà placé les enfants, c'était déjà un... On avait toujours tellement pas peur pour nous, mais on avait peur à tel point que j'avais quelques pièces en or. Et quand j'ai quitté l'île, j'avais mis dans chaque talon d'un enfant, je suis allée chez un cordonnier qui s'appelle Stanikevitch, et dans les talons de chaque enfant, on a mis $1, ou je ne sais pas, en or, quoi qu'il nous arrive à nous, qu'ils ont, et on a leur cousu l'adresse. Papa, il avait un frère en Amérique. On a leur cousu l'adresse des frères de papa en Amérique, qui savent où s'adresse. Ils étaient petits, ils avaient 6 ans. Et alors à Limoges, toi tu logeais chez cette... chez Et cette à dame. Limoges, nous, on a logé cette dame-là, cette couturière-là. C'était à Limoges, c'était un moment terrible. En ce moment-là, c'était un moment terrible. C'était un moment terrible. On ne pouvait pas sortir. Papa, il ne pouvait pas sortir. C'était pas possible. On déshabillait les hommes. On a, à quelques fois, quand il sortait, quand c'était encore un peu plus calme, quand il a voulu prendre les nouvelles, il a parlé avec quelqu'un, Yid, qui l'a raconté. Alors, ils se sont parlé en marchant. Un, il a marché de ce côté, l'autre, il a marché de ce côté. Ils ont eu peur de s'arrêter ensemble, à rester à Paris. C'est vrai, tout ça, c'est très vrai. Pas exagéré, rien du tout. Avant ça, j'ai oublié raconter. Avant ça, j'avais placé les enfants, avant que Madame Carpel m'a trouvé la place chez ce fermier. Il y avait les IGIF. IGIF, c'était une organisation qui s'occupait des enfants juifs. Qu'ils ont trouvé une place pour moi. Mais c'est un truc clandestin. Et ils étaient à Limoges, clandestins, très clandestins. Ils ont trouvé une place pour les enfants chez un fermier aussi, clandestin. On n'avait pas droit de... Et ils n'ont pas voulu que j'aille voir les enfants. Et ils ont placé les enfants. C'est eux qui s'en occupaient et je ne devais pas savoir où. Parce qu'on avait peur qu'on va nous apprendre, on a bâti les gens au son, interroger ou t'as quelqu'un, alors qu'on dira. Alors on n'avait pas droit de ça. Mais va pas savoir où on te place des enfants. C'est difficile. Alors j'ai quand même donné l'adresse aux filles. Une adresse poste-restante, je ne me rappelle pas quoi, que quand ils vont être en place quelque part, qu'ils m'écrivent. Et c'était comme ça. Ils m'ont écrit. Ils ont écrit. Et j'ai réussi, et je savais. Et c'était pas loin de Limoges. Alors, un soir, je vais là-bas, pour voir les enfants. Et je vois un tableau qu'on ne peut pas s'imaginer. Les types, et ils ont gardé les vaches. Et le type, le mari de la femme, en ce moment, la femme de ce mari-là, que j'ai été, elle était malade. Juste, elle était malade, couchée. Et le type, chez qui ils ont gardé les vaches, il était de mauvaise humeur. Et ils n'ont pas, la vache, au lieu de rentrer le soir, quand ils sont arrivés, de rentrer dans étable, une vache n'a pas voulu rentrer. Alors il avait quelque chose, un casserole dans la main, il a tapé ma fille, qu'à cause d'elle, elle ne sait pas faire rentrer la vache. Et moi, j'ai vu ça. Et figure-toi, comme moi, j'étais malade. Alors, le soir, cette femme, elle était malade. Et à la campagne, on chauffe la soupe sur un chose qui en pond comme ça.
Tu sais qu'est-ce que c'est? Ouais. C'était comme ça. Et puis, elle était couchée en haut. Alors moi, je me suis occupée de faire la soupe. Et j'ai pondu la soupe, comme ça. Et quand il fallait prendre la soupe, c'était cuite, pour faire de ce machin, je me suis brûlée les pieds. Et j'ai encore, jusqu'à maintenant, j'étais malade, peut-être 6 mois, peut-être, aller chez les bonnes sœurs pour le pansement. Ah ouais. Tellement je me suis brûlée. Et les pieds, même maintenant, on voit encore, il y a ici, traces des voies. Tu l'as brûlé quoi? Avec la soupe? Avec la casserole? Avec la soupe. D'énervement, et tout ça. C'était le même jour. Et le lendemain matin, de bonne heure le matin, j'ai quitté. Je dormais là-bas, j'ai quitté. Et j'ai dit que je ne peux pas garder ça. Et t'avais les pieds brûlés alors? J'avais les pieds brûlés, je suis allée chez les bonnes sœurs pour le pansement, que ça ne coûte pas. Ah. Alors tu sais déjà. Donc après, t'es C'était pas encore fini, c'était pas encore fini. Normal. Après Limoges, vous êtes resté combien de temps à Limoges? À Limoges, je suis restée déjà. Après, ça allait déjà un tout petit peu mieux, parce qu'on n'avait quand même pas assez à manger. Mon mari, c'était un grand mangeur. On avait donné les cartes. Et les cartes, quand on allait chercher le pain chaud, un pain, il pouvait manger sa ration pour toute la journée dans un quart d'heure, tu sais. On a donné les rations, on n'avait pas assez de cartes. Alors on était embêtés, même ces cartes, il était à Saint-Dizier, là-bas. Et lui, il était beaucoup mieux, parce que lui, il a connu déjà les paysans, ils ont lui donné la farine, il faisait son pain lui-même. Alors, mais ces cartes nous ont beaucoup aidés. Et lui, il était à Saint-Dizier depuis plus longtemps alors? Lui, il était sa première évacuation, c'était là-bas. Et il n'a pas bougé? Et nous, on n'avait pas de chance. Nous, on a toujours trimballé, d'un coin à l'autre. On avait la chance qu'on a resté vivant quand même. Parce que les intelligents comme nous et les riches comme nous. Mais dans cette guerre-là, la richesse n'a pas aidé. Non. Dans cette guerre-là, pauvres, riches, c'était pas parce qu'on avait l'argent qu'on pouvait se sauver. Oui, avant la guerre, pour évacuer, pour aller en Amérique, pour aller je ne sais pas où, peut-être. Mais pendant la guerre, ça rien n'aidait. L'argent, ça suffisait qu'on était chez nous. L'argent n'a pas aidé. Nous, l'argent, on n'avait pas, on n'était pas riches, on n'avait pas l'argent. Mais ça aurait rien donné. Il faut aller la chance. Quelle la chance qui a été. Si on croit pas, mais c'était la chance. C'était la chance. Et donc vous êtes allé à Saint-Dizier après Limoges pour rejoindre Après, on était un peu à Saint-Dizier, un peu à Limoges, chez cette couturière. Et cette couturière, à elle, on a lui dit que papa était prisonnier de guerre et il se sauvait, il est incognito, on n'a lui pas dit qu'on est juif. Et puis, il se sauvait de prison. Pour ça, il ne porte pas le même nom que moi, parce qu'il ne peut pas porter son nom, il est parfait. C'est ça, lui il était parfait, toi c'était blanc. Moi j'étais blanc. Vous n'aviez pas le même nom. On n'avait pas le même nom. Et une fois, il y avait une lettre recommandée en nom de parfait. Et on était allé à la poste chercher cette lettre. C'était une lettre de Madame Moore, parce qu'on a voulu aller là-bas où elle est, là-bas au Gond, parce qu'ils étaient pas mal là-bas. Alors, elle nous a écrit une lettre comme le père
elle nous a écrit dans cette lettre, le père Raphaël est chez nous, il ne faut pas venir. Le père, ça veut dire père d'avoir peur. Elle a écrit le père Raphaël qu'on rafle est chez nous, venez pas. Alors il y avait une lettre recommandée, il fallait à la gare, à la poste chercher ce livre. Elle vous écrivait en français. Comme ça, pour qu'on comprenne comme ça. Ouais. On a compris. Le père Raphaël est chez nous. C'est le message. Un message connu. Oui. Alors, on va à la poste chercher la lettre et on avait toujours peur. Même pour le postier, on avait peur. Parce que c'était une fausse carte d'identité. Alors, on montre, papa il montre la carte d'identité au postier. Alors, il dit, alors c'est parfait, vous êtes imparfait, c'est parfait. Lui, il a commencé à trembler quand il a attendu, c'est parfait. Il a pensé que l'autre, il a déjà vu que lui, il a une fausse nom. Et comme ça, il commence pas à comprendre. Et ça, c'était 4 ans. Pas 4 ans, mais 4 ans. J'avais cette bague-là. Cette bague-là, c'est ma bague de fiancée. Et je me suis dit, toujours à la dernière minute, je le vendrai. Tu l'as pas vendu. Hein, je n'ai pas vendu. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas vendu. Je me suis dit, ça ne m'était pas dommage. Mais je gardais toujours au corps pour une heure la plus noire encore. Je me rappelle que j'étais une fois comme ça, je me suis mis devant une fenêtre et j'ai vu les champs verts magnifiques, les vaches qui étaient dans les champs, les chiens, comme ça, un champ comme ça. Je me suis mis comme ça, je me suis restée comme ça. Un petit peu, et je me suis dit, comment moi j'ai envie cette vache. Je te le jure. Hein. J'enviais n'importe quelque chose vivant qui n'a pas de souci, qui n'a pas peur. Et pourtant, j'étais beaucoup plus fort que mon mari. Et j'étais fort. Parce que moi, je me suis dit comme ça. Moi, je ne savais pas que c'est qu'on-là. Je savais, j'étais toujours très sensible au froid. Froid. J'avais peur, j'aurais froid. On va m'envoyer, j'aurai froid. J'avais peur qu'on ne sera pas ensemble. J'avais peur de choses comme ça. Je ne savais pas autre chose. Je ne savais pas de quoi on avait vraiment avoir besoin d'avoir peur. Mais de ça, j'avais peur. Mais j'étais quand même forte. Je dis, bon, alors j'aurai froid. Alors bon. Tu sais, j'avais pas si peur que ça, vraiment. C'était aussi et pourtant, j'étais courageuse, mais j'avais peur. Il y avait le moment que j'avais terriblement peur. J'avais peur pour les enfants. J'avais peur pour mon mari. Je savais que lui aussi pourrait pas. Et j'avais peur pour les enfants. Terriblement peur pour les enfants. D'abord, je fais tout pour un petit peu protéger eux. Première chose, c'était les enfants. Protéger les enfants. Vous êtes revenu à Lille quand? Et nous sommes revenus, ça veut dire d'abord, mon mari qui est parti. Il est arrivé à Lille. On n'avait pas notre appartement. C'était pris par une dame soldat. Une femme qui était soldat, on a vidé notre appartement. Nous, on habitait, c'était un propriétaire suisse, Monsieur Hotz. Et lui, quand les Allemands ils sont arrivés ici à Lille, ils ont dit que chacun il a déclaré les biens et les appartements de Juifs. Alors lui, il est allé annoncer que nous sommes juifs et on nous a tout pris, même les poupées et les petites voitures des enfants, le vélo des enfants qui étaient à la gare.
tout a été pris par les Allemands. Et nous sommes arrivés, notre appartement était loué. Mais c'était cet appartement rue Gambetta, et c'était déjà très difficile de trouver un logement. Alors on a voulu notre logement de retour. Il y avait certaines difficultés. Moi, je suis restée à Limoges, et papa il est rentré, et il s'occupait, et il a eu cet appartement. On nous a rendu l'appartement vide. On n'avait pas de meubles, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Alors, M. Haftel, il avait connaissance d'une garde-meubles rue des Postes. Et puis la garde-meubles nous a prêté des lits, une table, 4 chaises. Et il y avait une dame qui avait une vieille cuisinière et elle nous a donné ça. Et comme ça, je suis retournée à lui. Et ça recommence. Et à peine, il est tombé malade. Et je suis à nouveau restée seule. Et tout ça, c'était cette guerre. Hein. Il a tellement peur. Il a eu une crise cardiaque. Il est tombé malade mardi et il a décédé vendredi à 2 heures. Nous, quand on est rentré, et les gens, ils ont passé des déportations. Papa, il est allé, il y avait un café juif. Il est allé dans ce café, il a tout le temps amené les gens à la maison. Alors, entre ces gens qu'il a amenés à la maison, il y avait des couples qui étaient des côtés des villes de papa. Ils ont eu un frère à Anvers. Et ces gens-là, ils sont venus jusqu'à Lille. Et de Lille, il faut aller en Belgique. Mais ils n'ont pas eu de papier, ils venaient de la déportation. Et on demandait, en ce moment-là, on demandait le passeport, le papier, la carte d'identité. On n'a pas laissé rentrer comme ça les gens. Et ils ont voulu de Pologne, ils se sont sauvés après la déportation, ils étaient déportés. Ils sont restés vivants, ils ont voulu aller à Anvers. Alors, et ils ont appris que nous, ils ont connu papa encore de leur côté là-bas, de Kolbuchova. Bon. Alors, ils ont fini à Lille nous chercher, nous prendre. Et puis nous, on n'avait pas de voiture en ce moment encore. Alors, on devait les traverser pour aller la frontière. Il faut traverser ces gens-là. On n'avait pas de voiture. Ils dormaient quelques jours à la maison, chez nous, bon. Mais il faut aller les... Mais c'est Karp, il avait une voiture. Alors, on a pris la voiture de M. Karp et on est allé, je ne sais pas où, sur les frontières les plus proches ici, à Courtrai, vers Courtrai là-bas. Et puis, on avait terriblement peur, il faut aller passer à pied un peu. Alors, on a pensé qu'on va amener avec les gosses dans la voiture, plein de gosses dans la voiture, on sera moins. Oui, et c'est vrai. Et on les a amenés. Et quand ils étaient de l'autre côté, les pauvres, ils ont couru pour prendre ce train-là. Ils étaient errés comme on les a traversés. Il y avait tout le temps les choses comme ça. Tout le temps les choses à aider, à traverser, à faire, à donner, à amener à la maison, dans leurs costumes rayés. C'était terrible. Et chacun il raconte, et chacun il pleure. Et il y avait des gens qui ne savaient même pas pleurer. Ils ne savaient pas pleurer. Ils ont perdu, tout perdu. Et ils ont resté seuls, vivants, ils ne savaient pas pourquoi, pour qui.
Ils vous racontaient ce qui passait dans les camps. ce qui Ah s'était oui, ils passé. ont commencé là, on a commencé à ça. Mais jusqu'à là, on ne savait pas. On ne savait pas, on savait. Peut-être il y avait les gens qui savaient, mais nous, pourtant on était avec beaucoup de Yid, on était toujours en société de Yid. Et personne ne savait pour nous raconter quelque chose. D'ailleurs, on n'aurait jamais cru que ça existe, quelque chose pareil. Regarde, ça se... C'est la fin. Bah, ça y est, c'est terminé. Ouais. c'est Ça terminé. veut dire qu'on arrête. On a fini. Bah, Je vous c'était remercie. Bah, Ah, nous, bah, Ça c'est- restera un c'est remerciement. souvenir pour vous. Oui. Pour moi, rien du tout. Bah, Mais je regrette qu'on me verra un peu déjà vieille et Oh. ridée. Hein, mais c'est on enlèvera contre les ça. rides au montage. Contre ça, on ne peut rien Avec faire. l'ordinateur, on peut tout faire. Alors faites comme ça, effacez les rides. C'est terrible, vous pensez. Et puis le gâteau, il restera comme ça, plein de gâteaux. Vous allez amener ces gâteaux. Peut-être.